La dernière table ronde, juste avant la surprise qui nous a été promise par M. Boyer pour conclure finalement ce sommet de l'habitation 2022. Alors, venez prendre place. Si vous entendez ma voix à l'avant, venez prendre place. On vous attend pour cette dernière conversation avec mes invités qui sont déjà sur scène. Vous savez, lorsqu'on parle d'habitation, on peut parler de dépendance aux programmes gouvernementaux, évidemment, hein, parce que ça prend de l'argent pour construire. On en a assez parlé aujourd'hui. Et on a des programmes, des fois, qui sont très peu flexibles, disons ça ainsi, mais aussi, on peut parler de dépendance, tant qu'à utiliser le mot dépendance, dépendance au foncier. Encore là, la fiscalité, on en a parlé un peu aujourd'hui, mais on va y revenir avec une proposition pour peut-être revoir cet outil fiscal qui n'a pas été revu depuis un certain temps. Tout ça, évidemment, ce qui va vous être présenté dans les prochaines minutes, c'est de repenser certains outils pour favoriser l'abordabilité. Alors, je vais vous présenter mes invités ici. Je vais y aller donc du bout ici jusqu'à côté de moi. Donc, Marie-Sophie Banville, qui est consultante en habitation et doctorante en droit à l'Université de Victoria, donc qui a voyagé jusqu'à nous ici. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Nicolas Marceau, professeur titulaire au département des sciences économiques de l'UQAM, et je dois quand même spécifier ancien ministre des Finances du Québec. Merci d'être avec nous. Plaisir, merci à vous. Et Clotilde Tarditi, directrice du service de l'habitation à la Ville de Montréal. Bonjour. Bonjour tout le monde. D'ailleurs, je commencerai peut-être avec vous. Allons-y. Je commencerai avec vous, en fait, courte présentation pour nous présenter, en fait, le défi de sortir, je parlais de cette dépendance aux programmes gouvernementaux, manque de flexibilité des fois, dépendant des besoins qu'on peut avoir d'un territoire à l'autre ou d'une clientèle à l'autre aussi. Donc, vous tentez de relever ce défi-là à la Ville de Montréal, de sortir un peu des programmes réguliers, je vais le dire ainsi. Alors, je vous laisse nous présenter vos initiatives. Parfait, merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Donc, on termine avec le dernier panel, innover financièrement et fiscalement pour soutenir l'abordabilité. On a beaucoup parlé d'innovation, on a beaucoup parlé de financement, on a beaucoup parlé déjà de fiscalité tout au long de la journée et j'ai envie de vous redire ce que notre mairesse Valérie Plante nous a dit ce matin. L'habitation, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est un investissement dans une société plus inclusive et plus équitable. Alors à Montréal, depuis quelques années déjà, effectivement, nous sortons des sentiers battus. Alors qu'est-ce que ça donne? On va vous en parler un petit peu dans les prochaines minutes. Mais tout d'abord, j'aimerais revenir sur le fait que, et ça a été dit par plusieurs intervenants durant la journée, les municipalités sont au plus près des besoins en habitation. Sur chaque territoire, on regarde des besoins particuliers de la population et des enjeux spécifiques du marché immobilier. Pour Montréal, entre autres, ce qu'on met de l'avant, c'est que nous avons 63% des ménages qui sont locataires, une forte proportion de ménages à faible revenu. On accueille près de 80% des nouveaux arrivants. On a aussi beaucoup d'étudiants sur le territoire, un phénomène de l'itinérance malheureusement en augmentation, et des conditions de plus en plus difficiles pour accéder à la propriété. On constate aussi une grande disparité de densité par secteur qui nécessite une modulation des interventions, tout ça dans un contexte de rareté des terrains. Alors ces caractéristiques-là, on les connaît bien, on est le gouvernement de proximité au plus proche de la population et on les vit à tous les jours. Effectivement, en tant que ville, on détient aussi une très bonne connaissance de notre parc immobilier résidentiel et on connaît bien l'ensemble des acteurs en habitation et notamment nos offices d'habitation. Alors, depuis quelques années, on expérimente à Montréal nos nouveaux pouvoirs et on les utilise pour innover. Alors, des fois, quand on a des nouveaux pouvoirs, si vous vous référez aux films de super-héros, on a un peu de mal à les maîtriser au départ. Mais je trouve qu'à Montréal, on se débrouille bien depuis quelques années. Tout ça est parti de plusieurs encadrements. Décembre 2016, signature de l'entente-cadre Réflexe Montréal. Septembre 2017, adoption de la loi augmentant l'autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal en tant que métropole. Et avril 2018, jalon important en habitation à Montréal, nous avons obtenu des pouvoirs accrus en habitation via la signature de l'entente concernant le transfert des budgets et de la responsabilité en habitation. Alors, grâce à ces nouveaux encadrements,
on a engagé des nouveaux programmes, on a agi différemment dans les dernières années. Qu'est-ce que ça donne? Un des premiers éléments, on est venu paramétrer nos propres programmes d'habitation, que ce soit Accès Logis Montréal, pour l'adaptation de domicile, pour des programmes de réno. Ce qu'on constate, c'est que ça nous permet d'être plus rapides, plus ambitieux et mieux adaptés aux réalités de nos populations. Également, on a utilisé nos nouveaux pouvoirs pour implanter un règlement pour une métropole mixte. On parle ici d'inclusion. Ce que ça permet, un développement résidentiel équilibré, on garantit la mixité sociale et surtout on amène plus de prévisibilité à l'ensemble des acteurs. Finalement, on a testé pour vous, on le fait depuis quelques années, assujettir au droit de préemption des dizaines de lots à travers la ville. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça n'affecte pas la valeur des terrains. Et c'est plutôt un outil essentiel à la définition d'une stratégie immobilière locale. Alors, tous ces bons coups, on les constate, on les vit déjà à Montréal depuis quelques années. Évidemment, ils viennent assortis d'un certain nombre de défis. Ce qu'on vit sur le terrain, c'est un manque de prévisibilité des enveloppes du gouvernement du Québec. On réclame depuis plusieurs années une programmation pluriannuelle. Évidemment, c'est le sous-financement aussi chronique de ces enveloppes-là. Et c'est aussi un défi important de nouvelles responsabilités, parce que les nouveaux pouvoirs, ça vient bien sûr avec des nouvelles responsabilités et forcément une hausse de la part des financements directs de la Ville de Montréal. Et c'est ce qu'on a fait. Dans les dernières années, on est venu financer directement des projets hors programme. Le contexte qu'on vit actuellement au Québec est particulier. Nos programmes d'habitation sont en mutation. On l'a vu, le programme phare Accès Logis des dernières années n'a reçu aucune nouvelle unité au dernier budget de Québec. On a vu un nouveau programme arriver en mars de cette année, le programme FAC. Au niveau du fédéral, toutes sortes de nouveaux programmes arrivent depuis la Stratégie nationale sur le logement, dont 2 phases de l'initiative pour la création rapide de logements. On vit un changement de paradigme qui nous oblige désormais et qui oblige tous les groupes partenaires à avoir recours à plusieurs programmes pour viabiliser un projet d'habitation. Leurs montages financiers doivent être optimisés dans un contexte de hausse des coûts et de hausse des taux d'intérêt. Alors c'est dans ce nouvel environnement que nous, les municipalités, nous devons revoir nos stratégies d'intervention en habitation et développer des outils innovants et bien sûr complémentaires avec les différents paliers de gouvernement. Alors comment on s'y est pris ces dernières années pour aller financer directement un certain nombre de projets? Alors tout d'abord, évidemment, ça prend une enveloppe dédiée. Une enveloppe dédiée, on a consacré près de 30 millions de dollars pour financer une dizaine de projets, en fait 10 projets précisément, qui comptabilisent un total de 699 unités. Ce qu'on constate, c'est que quasiment toutes ces unités sont livrées à l'heure où je vous parle. Donc en quelques années, on a mis l'argent, on a réalisé les projets, on a été efficace. Notre moyenne de financement par unité, c'est un chiffre élevé, 43 000 $ par unité. C'est beaucoup et ça a permis de couvrir à peu près en moyenne 30% du coût de réalisation de ces projets-là. Quel genre de projets avons-nous financé? Des projets qui ne rentraient pas dans les cadres des programmes traditionnels. On est venu aider à la sauvegarde du parc abordable existant en maintenant les locataires en place. On a soutenu des projets d'envergure destinés à la clientèle étudiante. On a fait une première expérimentation de l'approche à bas seuil d'intervention dans une maison de chambre. Également, on est venu soutenir financièrement la réalisation d'un centre d'hébergement temporaire pour femmes en difficulté. Et enfin, le dernier né, un projet d'accession à la propriété abordable pérenne à capitalisation partagée dans un bâtiment et logement existant. Donc, vous voyez la variété de projets qui ont pu être financés pour justement répondre à des besoins qui, sinon, n'auraient pas trouvé réponse à travers les programmes traditionnels. Alors, ça prend bien sûr de l'ingéniosité de travailler de cette façon-là. On a dû réfléchir avec nos amis des finances, avec nos amis juristes, avec l'ensemble des autres partenaires de la municipalité à comment s'y prendre. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a signé des conventions uniques avec chacun des groupes porteurs des 10 projets et des conventions qui s'étalent sur 25 ans. Donc, elles doivent cheminer aux instances, évidemment, ces conventions-là, et elles visent principalement plusieurs choses. Maintien de l'abordabilité de façon pérenne, saine gestion financière du projet, maintien en bon état du parc, reddition de comptes annuels et maintien de la clientèle visée et des services.
Donc, ce que ça nous enseigne principalement, c'est que, en tant que municipalité, nous arrivons à être plus agiles pour développer des projets qui répondent à des enjeux particuliers et qui n'auraient pas vu le jour dans les programmes traditionnels. On développe aussi au sein même de nos équipes un savoir-faire pour accompagner les porteurs de projets et on a identifié des défis légaux et financiers qu'on a réussi à surmonter et qui nous fera plaisir de partager avec vous si d'autres municipalités souhaitent s'y atteler. Alors, tout ça étant dit, il y a besoin d'aller plus loin. On a besoin d'aller plus loin parce que, ça a été dit à plusieurs reprises aujourd'hui, ce ne sont pas les municipalités seules qui peuvent répondre à l'ensemble de besoins. C'est pour ça qu'en juin dernier, notre mairesse a lancé le chantier Montréal abordable, qui est une offensive majeure en habitation. On veut accroître non seulement la construction de nouvelles unités, mais aussi la sauvegarde du logement abordable existant. On conduit depuis quelques mois maintenant un exercice d'intelligence collective, de mise en commun d'expertises variées à la recherche de solutions novatrices. Ce qu'on cherche à faire, c'est aplanir les obstacles qui freinent la construction. On veut accélérer la réalisation de logements abordables pérennes en utilisant nos leviers d'intervention ville pour créer un effet d'entraînement pour l'ensemble de l'écosystème en habitation et faire ainsi émerger des nouveaux leviers de développement moins dépendants du financement des gouvernements. Alors, comment on s'y prend? On mise sur une concertation de dizaines d'organisations reconnues, dont plusieurs d'ailleurs sont ici dans la salle, et on va co-construire avec eux. On veut utiliser leur expertise dans les secteurs de l'immobilier, du financement, de l'économie sociale. Plusieurs services municipaux mettent la main à la pâte avec les services de l'habitation. La stratégie immobilière, les finances, le développement économique, l'urbanisme et la mobilité, quelque part, l'habitation, c'est l'affaire de tous et toutes. Et notre réflexion, qui a déjà débuté, s'articule autour de 4 axes d'intervention. Une stratégie foncière et immobilière, la fiscalité et le financement des projets, qui va être arrimé avec notre chantier fiscalité dont la mairesse a parlé ce matin, la facilitation des projets et les évolutions réglementaires nécessaires, le rôle et les mandats de notre paramunicipal SHDM. Pour terminer, il faut démultiplier les interventions pour aller plus loin. Les municipalités sont les mieux placées pour connaître leurs besoins en habitation et y répondre concrètement. Les expériences des dernières années à Montréal nous ont démontré qu'il est possible pour les villes d'activer des leviers d'intervention efficaces. Les municipalités peuvent mobiliser leurs propres ressources financières pour créer ce fameux effet levier en complémentarité avec les paliers de gouvernement supérieur et l'ensemble de l'écosystème en habitation. Finalement, la mise en place de solutions innovantes et structurantes en habitation passe par le leadership des municipalités qui ont déjà les moyens de faire une différence au plus près des besoins des citoyennes et des citoyens. Et je terminerai en citant la mairesse Catherine Fournier ce matin qui a dit « Nous sommes dans un momentum ». Alors, c'est maintenant. Je pense que cette journée nous démontre l'engouement et la prise de conscience collective autour des enjeux d'habitation. Et ça va nous faire plaisir à Montréal de partager avec l'ensemble des municipalités du Québec les expériences de ces dernières années. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Tarditi. Fort intéressant. Je serais curieux de savoir, parce que souvent aussi, le temps d'exécution d'un projet est extrêmement long. Quand on parle d'un processus régulier, là, avec les programmes de subvention actuels, des fois, c'est 6, 7, 10 ans pour mettre en place un seul projet d'habitation. Vous, de votre côté, le fait que vous financiez certains des projets que vous avez présentés là, par vous-même, jusqu'à quel point ça accélère le temps d'exécution de ces projets-là? En fait, c'est vrai que ça accélère de façon très significative parce que, justement, on est dans un financement qui est disponible dès le départ du projet. Donc, ça permet au groupe d'acquérir rapidement le bâtiment ou le terrain sur lequel le projet va être réalisé et donc de cheminer en étant quelque part sécurisé de façon rapide dans l'ensemble du projet. Ce que ça permet aussi, c'est qu'étant donné que c'est l'équipe du service d'habitation qui gère l'ensemble de l'œuvre, eh bien, on va aussi nous s'arrimer avec les arrondissements, avec nos collègues en charge de la réglementation et donc faciliter la réalisation de ces projets-là qui sont une priorité pour l'administration.
Et donc, j'imagine que concrètement, ça varie d'un projet à l'autre, mais on peut parler d'un échéancier de 3-4 ans, par exemple, ou quelque chose de plus? Oui, dans ces ordres de grandeur-là, mais c'est vrai que ça peut être variable dépendamment de la complexité du projet, mais ce qu'on voit, c'est qu'on va plus vite. Je serais curieux d'en savoir aussi davantage. Tu sais, vous disiez, en fait, il y a des projets ou ceux qu'on a financés qu'on n'aurait jamais pu faire dans les programmes réguliers. Juste pour qu'on comprenne bien concrètement, c'est les clientèles cibles qui n'entrent pas dans les programmes, c'est le type de programme, le type d'habitation ou le modèle financier que vous aviez. Qu'est-ce qui ne rentrait pas dans le programme régulier? Alors, j'ai envie de vous dire, toutes les réponses sont bonnes. Dans le sens où, en fait, si vous voulez, dans le programme, notamment le programme phare Accès Logis, il y a un certain nombre de paramètres qui encadrent le programme, ce qui est bien normal, hein, il faut définir de quoi on parle. Mais justement, c'est des projets qui n'auraient pas forcément pu être financés parce que soit ils dépassaient les coûts, soit effectivement il y avait certaines spécificités qui ne collaient pas quelque part avec les paramètres du programme en question, et où il y avait besoin d'être plus agile et peut-être des fois de donner plus de financement à certains projets qui en ont besoin et un peu moins à d'autres qui ont des fois besoin juste d'un petit coup de pouce pour que le projet se fasse. Et donc, vous avez inversé les règles du jeu, finalement. C'est vous, au lieu de se faire dicter des règles par des programmes de gouvernement supérieur, c'est vous qui dictiez les règles pour les clients, bien, je vais les appeler les clients, mais ceux qui, finalement, les partenaires avec vous qui avaient besoin. Tout à fait. Ben, on dictait, pour ces projets-là en particulier, on dictait des paramètres généraux, mais on était surtout à l'écoute des besoins des partenaires et on était capable de s'ajuster dans les encadrements, évidemment, de la municipalité, mais on était capable de s'ajuster et de se mettre en mode solution avec le porteur de projet. Évidemment, vous avez la chance d'être la Ville de Montréal, donc d'avoir certaines enveloppes, comme vous disiez, dédiées à ça. Si on tombe dans des réalités plus régionales où on n'a peut-être pas autant de fonds, est-ce qu'il y a quand même des outils ou des ingrédients de votre formule qui peuvent être utilisés dans un contexte plus régional, disons? Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, quand les montants peuvent paraître impressionnants, 30 millions, ceci dit, comme je disais tout à l'heure, les montants peuvent être très différents d'un projet à l'autre. Il y a certains projets, par exemple, où c'est juste entre guillemets, mais 11 000 $ par porte qui ont été nécessaires pour que ça se fasse. Dans d'autres projets, on peut atteindre des montants bien plus importants. Donc, je pense qu'il faut garder la porte ouverte à se dire, puis ça, c'est aussi un message pour l'avenir, parce qu'on ne pourra pas éventuellement financer à une hauteur aussi importante l'ensemble des projets, mais de voir comment l'apport financier, que ce soit financier ou par un terrain ou par d'autres moyens, peut permettre ce coup de pouce qui manque au montage financier final, en complémentarité aussi avec d'autres programmes. Vous avez parlé dans votre présentation de fiscalité. Bon, on a quelqu'un qui s'y intéresse particulièrement juste à vos côtés. Nicolas Marceau, vous proposez en fait est-ce que je peux dire refonte? Ce serait une bonne... En tout cas, des changements. Des changements au niveau de la fiscalité des municipalités, oui. En fait, des taxes foncières. Je vous invite à nous présenter ça. Nicolas Marceau. Alors, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. Alors, ma présentation s'intitule « Réformer l'impôt foncier pour accroître l'offre de logement et favoriser la densification » et je travaille et réfléchis à ce sujet-là avec mon collègue Georges Tanguay de l'ESG UQAM. Donc, je vais redire un certain nombre de choses qui ont été dites, là. Le problème, quant à moi, il est essentiellement du côté de l'offre. On a déjà dit aujourd'hui qu'il y a un nombre insuffisant de logements, que ça crée des difficultés à se trouver un logement, j'ai utilisé le mot abordable, pour les locataires à faible revenu, l'accession à la propriété difficile pour les jeunes ménages. C'est même un frein à la mobilité pour les travailleurs entre les régions. Ils ne doivent pas être capables de se loger adéquatement. Les sources de ce problème-là sont que la demande augmente plus rapidement que l'offre, tout simplement. La demande augmente parce que la population augmente, parce que la formation de ménages augmente. Et l'offre, elle, ce sont les mises en chantier. Et donc, à chaque année, il y a plus de ménages qui apparaissent au Québec que de mises en chantier qui sont réalisées. Puis dans ce contexte-là, aider les demandeurs, ça ne fait qu'exacerber le problème. Et une solution, puis celle que je montrerai, c'est une solution parmi un grand ensemble de solutions, mais une solution, c'est d'augmenter l'offre tout en densifiant. Alors, une des raisons pour lesquelles les mises en chantier ne sont pas aussi élevées qu'on le voudrait, c'est que le coût de construire et de détenir un logement peut être trop élevé. Puis un des coûts de construire et détenir un logement, c'est l'impôt foncier. Alors, je vais vous parler d'impôt foncier en particulier. Je commence par vous expliquer des choses que
un grand nombre de personnes ici savent. Donc, le calcul de l'impôt foncier d'un immeuble résidentiel est très simple au Québec. C'est la même manière de faire partout. On établit la valeur de l'immeuble, incluant le bâtiment et le terrain. Ensuite, la municipalité fixe le taux de taxation applicable. Et le montant à payer par le contribuable, c'est simplement le taux de taxe multiplié par la valeur de l'immeuble. Alors, je vous présente ici un exemple très simple pour qu'on se comprenne tous. Ici, c'est un immeuble résidentiel à Longueuil comportant un terrain de 197 000 $, un bâtiment de 338 000 $. Et donc, l'immeuble, la valeur totale, c'est la somme des deux, donc 535 000 $. Le taux de taxation résidentielle uniforme à Longueuil est de 89,17 cents par 100 $ d'évaluation. Et donc, le montant d'impôt foncier, c'est la multiplication du 535 000 par le 89 cents. Ça donne 4 774 $. Donc, ça, ce sont des choses que vous connaissez. On peut faire les choses différemment. Alors, on ne le fait pas différemment, mais on peut les faire différemment. Donc, on pourrait choisir d'imposer à taux distinct. Donc, un taux pour les terrains, un taux pour les bâtiments. En Pennsylvanie, ça se fait depuis longtemps. Et il n'est pas rare, partout en Pennsylvanie, le taux applicable au terrain est plus élevé que le taux applicable au bâtiment. 3 fois plus élevé, 4 fois plus élevé, ça va même jusqu'à 10 fois plus élevé. Alors, un autre exemple, encore, c'est la même propriété que tout à l'heure, celle qui avait un terrain de 197 000 $ et un bâtiment de 338 000 $. Imaginons qu'à Longueuil, on ait mis en place une réforme, puis que le taux sur les terres... Donc, on est parti du 89 cents de tout à l'heure, on baisse le taux applicable au bâtiment à 40 cents par 100 $, puis on augmente le taux sur les terrains à 1,61 $, okay, donc 4 fois plus sur les terrains que sur les bâtiments. Bien, dans ce cas-là, le calcul de l'impôt foncier est quasiment aussi simple. En fait, il y a 2 multiplications puis une addition. Donc, on multiplie la valeur du terrain fois le taux applicable, plus la valeur du bâtiment fois le taux applicable, et dans ce cas-ci, ça donne 4 560 $. Bon, alors 2 choses à dire là-dessus. Encore une fois, ici, le taux est 4 fois plus élevé sur le terrain que sur le bâtiment. Les taux que je vous présente ici n'ont pas été choisis au hasard. Ils sont ceux qui permettraient à la Ville de Longueuil de récolter exactement les mêmes montants de revenus par la taxation résidentielle seulement. Donc, ce serait neutre pour la Ville de Longueuil si elle choisissait d'aller à 1,60 $ sur les terrains et à 40 cents sur les bâtiments. Par contre, pour le contribuable qui est ici, la facture d'impôt foncier, si vous vous rappelez de la diapo précédente, elle était de 4 774 et maintenant elle est de 4 560. Alors ici, vous avez un contribuable qui gagne. Mais il existe aussi des contribuables qui perdent. Okay? Je veux que ça soit clair pour tout le monde. Alors pourquoi faire cela? Bien, parce que ça comporte un certain nombre d'avantages. Bon, la taxation à taux distinct, et particulièrement la taxation à taux plus élevé sur les terrains que sur les bâtiments, c'est plus efficace. Et là, dans le jargon des économistes, plus efficace, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça modifie moins les comportements des contribuables, des citoyens. Alors, effectivement, la taxation des terrains, dans la mesure où les terrains sont immuables, sont fixes, ça ne peut pas mener à des changements de comportement. Alors que la taxation des bâtiments, ça peut mener à des changements de comportement. Par exemple, la décision d'acheter ou de vendre un bâtiment, la décision de construire ou d'agrandir un bâtiment, la décision de construire un plus grand nombre ou un plus petit nombre d'unités, ou tout simplement d'entretenir et de rénover un bâtiment. Alors, tout ça, ça peut être modifié par la taxation. Et donc, parce que les bâtiments peuvent être modifiés en raison de la taxation, les économistes, on préfère taxer les terrains plutôt que les bâtiments. Alors donc, aller dans la direction de taux distincts avec un taux plus élevé sur les bâtiments, taux plus élevé sur les terrains et plus faible sur les bâtiments, ce serait avantageux. Et en particulier, intuitivement, on peut comprendre qu'introduire des taux distincts, ça va favoriser la construction, la rénovation, et donc ça va augmenter l'offre. Puis à ce que je cherche, c'est ce qu'on cherche ici aujourd'hui. Puis parallèlement au fait que ça va augmenter l'offre, ça va favoriser la densification, ce qui est absolument nécessaire dans le contexte de la crise climatique dans laquelle nous nous trouvons. Alors pourquoi? Bien, intuitivement, puis je vous l'explique intuitivement, puis je vais vous lire ça pour être bien certain que je le dis clairement.
Alors, intuitivement, si on taxe moins les bâtiments, d'abord, pour un terrain donné, on a intérêt à construire plus d'unités de logement parce que l'augmentation de la valeur du bâtiment qui en découle est moins taxée. Ensuite, de la même manière, c'est la même chose pour les rénovations. En taxant moins les bâtiments, un propriétaire qui rénove son logement et qui augmente de ce fait l'évaluation du bâtiment va subir une augmentation plus faible de son compte de taxes. Okay? Puis parallèlement à ça, en augmentant la taxe sur les terrains, on a intérêt à construire plus d'unités de logement par mètre carré de terrain parce que cela permet de répartir sur un plus grand nombre d'unités la portion terrain de l'impôt foncier. Donc, plus d'unités par mètre carré de terrain, donc plus de densification. Alors ça, c'est le raisonnement économique, l'intuition qui nous dit ça. Par ailleurs, des études ont été menées qui arrivent à la même conclusion, des études sur données américaines notamment. Il est possible, tel que je l'ai expliqué il y a un instant, de choisir les taux distincts de manière à ce qu'à court terme, aujourd'hui, la municipalité voit ses revenus inchangés. Donc, c'est l'exemple que je vous ai donné avec le 4 fois pour Longueuil. Donc, à court terme, les revenus sont inchangés. J'aimerais signaler, dans un contexte de rareté de dollars pour dépenser, que ça veut dire que ça ne coûte rien. Okay? Donc, une solution qui ne coûte rien. Par ailleurs, à long terme, et dans la mesure où ça fonctionne, et moi je crois que ça va fonctionner, que ça fonctionnerait, ça veut dire deux choses. La première, c'est qu'il va se construire plus de logements, il va se rénover plus de logements, et les municipalités vont pouvoir engranger plus de revenus. Donc, à court terme, c'est neutre, mais à long terme, c'est favorable, ça augmente les revenus. Puis, deuxième phénomène, on densifie. Et on densifie, ça veut dire que livrer les services municipaux coûte moins cher. Hein? On est capable d'offrir des services soit de meilleure qualité au même coût, ou bien plus de services à moindre coût. Enfin, vous avez compris. Alors, j'aimerais bien vous dire que c'est une solution qui est parfaite, mais ce n'est pas le cas. Il y a aussi quelques problèmes dont je dois vous parler. Le premier, c'est que, parmi les inconvénients, si ça fonctionne, ce que je vous raconte, puis moi je pense que ça peut fonctionner, bien évidemment, il va y avoir de la pression pour construire, pour rénover plus. Il peut y avoir des pressions pour, par exemple, on peut concevoir que des bâtiments soient démolis pour construire plus gros. On peut concevoir aussi que certaines caractéristiques qu'on voudrait conserver dans certains quartiers soient difficiles à conserver dans un contexte où on change complètement l'allure du bâti. Alors, ce que je dirais simplement, c'est que si ça fonctionne, bien, il va falloir prévoir des règlements d'urbanisme qui sont costauds puis qui s'assurent qu'on va obtenir ce qu'on désire collectivement. Deuxième chose puis en passant, ce que je viens de vous dire, c'est vrai pour n'importe quelle solution qui fonctionne. Hein? N'importe quelle solution qui va mener à plus de construction, plus de rénovation, plus d'unités, bien, ça va exercer une certaine pression, puis vous avez le devoir, surtout nos élus municipaux, de vous assurer que ce qui se construit est cohérent avec la vision que vous avez pour le développement de la ville. Deuxième point, la mise en place d'un impôt à taux distinct, bien, je ne prétends pas que ça va être complètement facile, parce que tout geste posé par un gouvernement, ça crée des gagnants, mais ça crée aussi des perdants. J'ai fait une première analyse sur la base des données de Longueuil. On m'a fourni des données sur le rôle d'évaluation. Puis bon, il y a des gagnants, oui, mais il y a aussi des perdants. Et il y a une réflexion à avoir sur la manière de réduire autant que possible le nombre de perdants, surtout du côté des ménages disons, à revenus modestes, ou en tout cas à ceux qui détiennent des propriétés de plus petite valeur. Et je termine en disant que je ne suis pas au clair, malheureusement, j'aimerais bien l'être, mais je ne suis pas juriste, je ne suis pas au clair quant au fait que les municipalités détiennent présentement le pouvoir de faire ce que je propose. Je n'en suis pas certain. La loi est silencieuse. Elle ne dit pas que vous pouvez le faire, puis elle ne dit pas que vous ne pouvez pas le faire. Donc, je ne suis pas au clair, et ça devra être vérifié ou testé, peut-être même, carrément. Alors, je conclus en vous disant simplement qu'un impôt foncier à taux distinct, neutre sur le plan des revenus, est faisable, puis que ça procurait des avantages à la fois plus d'offres puis plus de densité, mais qu'il y a des choses à vérifier du côté de l'équité. Puis, il y a une réflexion à avoir aussi. Moi, je vous ai présenté 4 fois, mais ça pourrait être 2 fois, un taux terrain 2 fois plus élevé que sur les bâtiments, un taux 10 fois plus élevé. Il y a du travail à faire pour savoir ce qui est le plus avantageux pour vos municipalités. Merci. Merci beaucoup, M. Marceau.
Donc, une proposition est sur la table. Vous irez voir Monsieur le chasseur après pour voir si juridiquement ça passe le test. Là. OK, oui. Vous aurez une consultation privée avec lui. Excellent, merci. Je serais curieux, deux questions par rapport à ce que vous venez de présenter. Tout d'abord, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est un peu l'objectif, étant donné que les terrains sont plus taxés que les immeubles, c'est aussi de limiter la spéculation foncière et ces fameux terrains Absolument. qui restent en friche pendant des années, le temps d'un changement de Absolument. zonage. Là-dessus, vous avez parfaitement raison. Ça aussi, ça va limiter ça. Premièrement, ça augmente le coût de détenir un terrain qui ne sert à rien, là, première des choses. Deuxièmement, comme on a intérêt à construire, donc moi, je pense que les terrains en friche qui sont inutilisés, ça va devenir plus rare. Si on va dans cette direction, imaginez à des taux de 10 fois plus élevés sur les terrains, je pense que les gens vont faire le calcul. Assez rapidement, oui, effectivement. Et évidemment, l'objectif de ça, c'est c'est une question qu'on aurait pu se poser toute la journée avec plusieurs de nos invités. J'aurais pu la poser à M. Fournier un peu plus tôt. On dit toujours il faut bâtir plus. Et ce que vous proposez, c'est d'inciter justement à bâtir plus, mais on est quand même dans une situation en ce moment au Québec particulière dans le milieu de la construction. C'est-à-dire qu'on a une surchauffe, on a des matériaux qui coûtent extrêmement cher, on a une main-d'œuvre qui est difficile. Et pour avoir animé un autre événement avec l'Association des architectes en pratique privée sur le sujet, quand on regarde notre boule de cristal, c'est pas sur le point nécessairement, à moins d'une énorme crise économique, là, de tomber dans les 10-15 prochaines années. Est-ce qu'on risque de frapper un mur dans la mesure où est-ce qu'on ne risque pas d'augmenter la surchauffe actuelle alors que déjà, c'est quand même pas facile de construire et on le voit dans les appels d'offres qu'on doit annuler ou qui sont 2 à 3 fois plus chers que ce qu'on prévoit, là? Écoutez, on s'entend que toute solution qui a pour conséquence d'augmenter la production, la quantité de logements disponibles, se heurte à cette difficulté. Oui. Et cette difficulté-là n'est pas spécifique au problème du secteur immobilier. Enfin, au secteur immobilier, c'est dans toutes les sphères de notre vie collective. Ce problème-là peut être résolu autrement que par le genre de proposition que j'ai mis sur la table. Il faut évidemment augmenter la participation au marché du travail, tenter de convaincre nos travailleurs plus âgés, plus expérimentés de demeurer en poste, lutter contre le décrochage scolaire, s'assurer que les gens obtiennent des formations. Bon, enfin, il y a une panoplie de solutions qui ont déjà été mises de l'avant sur ces questions-là. Ce n'est pas spécifique au secteur de la construction, mais vous avez raison de le signaler, parce que si demain on voulait doubler le nombre de mises en chantier au Québec, on n'est pas capable. C'est pour ça que je prends le temps de le mentionner, parce que depuis ce matin, c'est pas nécessairement venu dans les discussions, mais c'est quand même un peu ça fait partie des réalités qu'on a de vouloir augmenter l'offre et de construire plus rapidement ces prochaines années. Je serais curieux de vous entendre là-dessus aussi, parce que c'est une réalité à la Ville de Montréal. Oui. Il y a une difficulté en ce moment. On veut construire, mais c'est vrai, mais en même temps, il faut être ambitieux. Ouais. Puis à un moment donné, c'est comme l'œuf ou la poule. Là. Je veux dire, il faut afficher nos couleurs. Tu sais, on pense que ça a été dit à plusieurs reprises aujourd'hui. On a besoin de construire davantage. On a besoin de sauvegarder, de rénover le parc existant. Et oui, il va falloir qu'on travaille avec l'industrie pour que les moyens soient au rendez-vous. Mais je pense que l'attractivité d'une ville, c'est beaucoup son abordabilité. Hein. Moi, quand je suis arrivée au Québec il y a 10 ans, plusieurs raisons m'ont amenée ici, mais dans les premières motivations de venir m'installer ici, c'était le français et l'abordabilité des logements. Donc, n'oublions pas qu'effectivement, construire des logements abordables, c'est aussi participer au développement économique, des études le démontrent, et c'est aussi justement lancer ce message aujourd'hui qu'on veut être ambitieux en la matière et que l'industrie va s'organiser en fonction de ça. Vous vouliez ajouter quelque chose? Je sentais, je voyais... Ça va être le propos de ma présentation, donc ça fait un bon segue, mais je crois aussi que toute cette question-là, il y a comme peut-être une certaine panique au niveau de l'offre, puis il faut rattraper un retard au niveau de l'offre, puis la réflexion que je vais amener un peu plus tard, c'est aussi au niveau de la demande, puis la façon dont on stimule de façon structurelle la demande, notamment à travers nos programmes actuels d'accès à la propriété. Donc, il faut jouer sur les deux fronts. Il faut vraiment jouer sur les deux fronts. Bien, allons-y avec vous. Vous nous ouvrez la porte. Allons-y. Je rappelle que vous êtes consultante en habitation, doctorante en droit à l'Université Victoria. Et vos propositions reposent notamment sur cette idée aujourd'hui d'aider les propriétés plutôt que les propriétaires, repenser finalement l'appui en matière d'accès à la propriété. Alors, je vous laisse entre les mains donc de Marie-Sophie Banville. Merci. Donc, ben oui, en fait, ça clôt bien, je dirais, la journée qu'on a passée ensemble, parce que je pense que s'il y a un consensus qui émerge de la journée, c'est la question de l'offre.
On a énormément discuté de l'offre. Il faut augmenter l'offre de logement, il faut densifier, il faut construire plus. Bon, c'est essentiellement plusieurs des discussions qu'on a eues aujourd'hui. Et étant donné que nos discussions sont énormément cristallisées au niveau de l'offre, on tend parfois, je pense, à simplifier un peu la question de la demande dans le marché immobilier. Au mieux, on va dire, bien, c'est le nombre de personnes qu'il y a dans un marché, c'est les revenus, c'est la croissance démographique, puis on simplifie un peu la complexité de c'est quoi la demande dans un marché immobilier. Il y a plusieurs déterminants à la demande. Il y a la confiance des acheteurs, l'abordabilité de l'habitation. Est-ce qu'il y a une présence d'une demande spéculative ou d'investissement? Ça aussi, ça peut tordre les fondamentaux du marché. Les mesures fiscales qui sont mises en place, l'accès au crédit, est-ce qu'on peut se qualifier pour des hypothèques? Puis la disponibilité du crédit, est-ce que les banques ont des liquidités à prêter? Quand on parle de la façon dont on gère actuellement les mesures d'accession à la propriété, on remarque que ce sont tous des mesures qui sont accolées aux déterminants de la demande. Donc, l'abordabilité de l'habitation, j'irai pas, je sais que le mot abordable a généré plusieurs débats aujourd'hui. Je proposerais en fait d'appeler ça des transactions abordables et non de l'habitation abordable. Donc, on pense par exemple à tous les programmes de subventions municipales. On va vous donner un 5 000, un 10 000 si vous venez vous installer chez nous. Le programme Accès Condo à la Ville de Montréal ou l'incitatif à l'achat d'une première propriété de la SCHL. On crée une abordabilité au moment de la transaction, mais ce n'est pas une abordabilité qui est durable. Après ça, les mesures fiscales, le régime d'accès à la propriété, le RAP, le CELIAP qui vient d'être créé, l'absence de taxation sur le gain en capital d'une propriété principale, pardon. Ça aussi, ça vient stimuler la demande. L'accès au crédit, les taux d'intérêt historiquement bas des dernières années, l'assurance prêt hypothécaire, la SCHL. Juste avant de rentrer dans la pandémie, 42 du volume hypothécaire au Canada était subventionné par le biais de l'assurance prêt de la SCHL. Donc, c'est une mesure, c'est à peu près une hypothèque sur 2 au Canada, des conditions de qualification hypothécaire. Et le dernier, je n'ai pas le temps de rentrer en détail là-dessus aujourd'hui, mais la disponibilité du crédit. Est-ce que les banques ont des liquidités? Est-ce que les banques ont de l'argent à prêter? Puis ça, c'est tous les programmes de titrisation de la SCHL qui contribuent aussi à stimuler la demande. Donc, quand on prend toutes les mesures d'accession à la propriété qui existent déjà et qu'on regarde leur effet, je dirais, composé, on réalise en fait que ce sont des mesures qui stimulent la demande, qui élargissent la demande, qui font rentrer de plus en plus d'acheteurs qui, sans ces mesures-là, ne seraient pas rentrés dans le marché. Et qu'est-ce qui se passe quand la demande progresse plus rapidement que l'offre? Les prix montent. Et c'est ce qu'on appelle, en fait, les programmes d'accès à la propriété dans des économies comme le Canada, le UK, les États-Unis, génèrent ce qu'on appelle un équilibre d'offres insuffisantes. Donc, de façon structurelle, en fait, ces programmes-là tendent à faire monter les prix. Puis peut-être une façon un peu choc là, de le résumer, mais je dirais que les mesures actuelles d'accession à la propriété sont en fait la réponse à un problème qu'elles génèrent elles-mêmes. En dessous de ça, il y a de se dire, si on veut innover, on veut faire les choses différemment, il y a peut-être de cesser de faire certaines choses qu'on fait en ce moment avant de se lancer dans des nouveaux, inventer des nouveaux modèles. Il y a certaines choses qu'on fait en ce moment qu'on devrait cesser de faire. Puis on devrait se poser une question aussi plus fondamentale. C'est une demande pourquoi exactement qu'on soutient? Est-ce que c'est une demande pour la propriété dans sa valeur d'usage, c'est-à-dire la propriété comme forme d'habitation, un lieu où on vit? Ou est-ce que c'est la propriété comme véhicule d'investissement, c'est-à-dire sa valeur d'usage économique? Et on atteint un point où je pense que pendant longtemps, dans une économie capitaliste, les deux composantes du bien qu'est la propriété pouvaient coexister. On est en situation de crise en ce moment parce que dans une économie capitaliste avancée, néolibérale, financiarisée, appelez-la comme vous le voulez, mais c'est qu'une des composantes de la propriété, la propriété comme forme d'investissement, qui a cannibalisé l'autre. Donc, je regarde nos élus ici, mais il y a un choix politique important à faire. C'est de se dire, si on continue à appuyer les mesures d'accession à la propriété
il faut choisir quelles composantes on veut valoriser. Est-ce qu'on est en train de permettre à des citoyens d'accéder à un véhicule d'investissement ou est-ce qu'on est en train d'aider des citoyens à se loger? Et je vous invite, vous me voyez venir, là, je vous invite vraiment à faire le choix second. Donc, ça demande des nouveaux modèles, ça. Ça demande de passer des modèles où on fait de l'aide à la personne, en fait, on aide des gens à devenir propriétaires, à des modèles, en fait, où on fait de l'aide à la pierre. Donc, on génère une abordabilité dans l'habitation elle-même et on la garde abordable sur le fil du temps. Donc, ce n'est pas juste une question de faire une transaction qui est abordable, mais de vraiment cultiver cette abordabilité-là sur le long terme. Et ces modèles-là, on pourrait en inventer d'autres. Je pense qu'il y aurait une grande créativité à avoir avec ces modèles-là, mais 3 traditionnels qui existent depuis très longtemps aux États-Unis dans les fiducies foncières communautaires, les Community Land Trust, la coopérative à capitalisation partagée, la coopérative de propriétaires qui est en train d'être développée au Québec, la propriété à titre limité, c'est ma traduction un peu bâclée de Deed Restricted Home, qui permet de créer une abordabilité, de fixer un prix, en fait, qui est complètement détaché du marché, donc plus bas. Et la troisième, la propriété solidaire, qui est la propriété à capitalisation partagée. Je vais vous la présenter très, très rapidement parce que c'est celle que je connais le plus. En fait, j'ai été impliquée dans des projets, notamment via l'Axe 3 de la Ville de Montréal et aussi à Lac-Mégantic pour développer ce type de propriété-là. Donc, la façon dont ça fonctionne, en fait, c'est que vous prenez une propriété. Les différents modèles peuvent tomber dans le démembrement de droits de propriété, séparer la valeur du terrain de la valeur du bâtiment. Le modèle de la propriété solidaire, comment ça fonctionne, en fait, c'est qu'une organisation, ça peut être une ville, un OBNL, une coopérative, investit une mise de fonds d'au moins 20 dans la propriété. Et le ménage qui souhaite devenir propriétaire prend une hypothèque et il est maintenant chez lui. Le moment où on passe de transaction abordable à habitation abordable, c'est au moment de la revente. Parce qu'au moment de la revente, cette propriété-là, on ne fait pas que la laisser aller dans le marché et recommencer à nouveau. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on sépare la plus-value, donc l'appréciation du marché, entre le propriétaire, qui maintenant a acquis une équité et continue sa vie, et l'autre partie de la plus-value, l'organisation qui gère ce portefeuille-là, prend cette plus-value-là pour réinvestir dans la propriété et la passer au suivant, et peut même se servir de revenus excédentaires au fil des années pour développer plus de propriétés sur son territoire. La beauté, pour moi, de ces modèles-là, en fait, c'est oui, c'est des beaux modèles d'habitation, mais c'est aussi d'excellents outils de planification du territoire. Et je vous invite vraiment à les penser comme ça. Quand on développe un quartier, on se dit on a besoin de logements sociaux, on a besoin de coopératives d'habitation. Tiens, dans ce secteur où on veut faire du développement social, on pourrait rajouter de la propriété à titre limité qui permet de garder une abordabilité beaucoup plus intéressante. Et pourquoi pas, près d'une nouvelle infrastructure de transport, d'un parc, d'une école, d'investissements publics qui vont faire augmenter les valeurs foncières, je vous inviterai à placer de la capitalisation partagée parce que c'est des modèles, que ce soit la coopérative ou la propriété solidaire, parce que c'est des modèles qui vous permettent d'aller capter la hausse des valeurs foncières que vous générez avec vos propres investissements. Donc, c'est un cercle vertueux, en fait. Puis, c'est une façon de faire de la hausse des valeurs foncières, en fait, un commun et de mettre au service de la collectivité cette hausse-là des valeurs foncières. Et en concluant, en fait, c'est des modèles que ça fait longtemps qu'on travaille à mettre en place. C'est des modèles qui, je dirais, ce n'est pas des quick fix. C'est des modèles qui ont besoin de temps pour porter leurs fruits. Puis je vous laisserai avec une citation du philosophe Étienne Klein qui observe, en fait, « Nous sommes passés d'un temps constructeur permettant d'imaginer un futur désirable, attractif, crédible et pas seulement utopique et d'œuvrer ensemble à son avènement, à un temps corrupteur, l'état catastrophique du présent servant à justifier l'innovation. » On est beaucoup dans les discussions sur l'innovation. En ce moment, il y a un sentiment d'urgence avec la crise, puis on veut trouver des solutions qui vont gérer de l'abordabilité et maintenant, et c'est bien, il faut le faire. Mais les modèles alternatifs d'accession à la propriété, c'est des modèles, le temps est complice.
dans ces modèles-là. Ils vont porter des fruits de génération en génération. Donc, je vous invite peut-être à nous réapproprier une notion de progrès et de temps constructeur qui travaille avec nous. Merci. Merci beaucoup, Mme Banville. Ah ben là, vous venez de lancer un autre débat intéressant ici, là, avec vos programmes de subvention municipale incitatifs à l'achat de la propriété. Je n'ai pas le choix de me tourner vers Clotilde Tarditi parce qu'à la Ville de Montréal, c'est une des stratégies qui a été quand même utilisée ces dernières années, notamment l'incitatif à l'achat de propriété qui, selon les études de Mme Banville, stimule beaucoup la demande et donc c'est une réponse à un problème qu'elle génère elle-même. Vous en pensez quoi? Bien, écoutez, là, on pourrait rouvrir le débat encore pendant plusieurs heures, mais, mais en quelques minutes, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, on l'a dit à plusieurs reprises aujourd'hui, on vit un changement de paradigme et puis on va éventuellement sortir d'une certaine façon de voir pour aller vers autre chose. Là, nous, à la Ville de Montréal, effectivement, on a notre programme d'appui à l'acquisition résidentielle, qui est quelque chose d'important pour beaucoup de Montréalaises et Montréalais et pour permettre souvent aux premiers acheteurs de faire le pas. Mais effectivement, on fait un peu ces constats que tu mettais de l'avant, Marie-Sophie, et on se questionne et on regarde. C'est pour ça qu'on a travaillé avec Vivacité sur un des projets de notre axe 3 pour essayer des choses. Et on a aussi lancé en 2021 notre programme Métropole abordable qui vise justement à favoriser des projets où on vient favoriser l'accession à la propriété, mais dans une logique de pérennité sur vraiment presque 30 ans, et de justement remettre en question l'enjeu de la plus-value. Puis aujourd'hui, j'ai beaucoup entendu dans les discussions, pourquoi on veut agir en habitation, c'est pour mettre un toit au-dessus de la tête des gens. C'est pas pour permettre aux gens de faire de l'argent. Je pense qu'on est là vraiment dans une logique de vouloir trouver des solutions pour répondre à des besoins concrets. Et effectivement, on doit réinterroger peut-être nos façons de faire, et c'est ce qu'on est en train de faire. Et je serais curieux de vous entendre, Mme Banville, sur la question de l'abordabilité à long terme, parce que, bon, on a parlé beaucoup de retirer peut-être certains bâtiments du marché, en fait, d'avoir un marché parallèle qui n'est pas soumis aux spéculations du marché. Je pense que c'est M. Côté ce matin qui nous mentionnait qu'on avait signé une entente pour que tel type de bâtiment pendant 35 ans soit abordable, mais 35 ans, en réalité, ce n'est pas si long que ça. On parle d'une génération et demie ou à peu près. Donc, comment fait-on? Est-ce que c'est la seule option d'avoir des bâtiments qui appartiennent au public et qui sont sortis du marché spéculatif pour garder une forme d'abordabilité? Oui, puis en fait, qui sont soit entre les mains du public, d'une fiducie d'utilité sociale, d'une coopérative d'habitation, d'un OBNL, en fait, d'une entité qui se porte gardienne de l'abordabilité sur le très, très long terme. Et je vous avoue que les 25 ans, je trouve ça complètement... En fait, c'est que c'est la fin du financement, c'est la fin de la convention de financement. Il n'y a aucune raison économique valable, non, il y en a sûrement en fait, là, mais de cesser après 25 ans cette abordabilité-là, tant qu'à prendre cet engagement-là, prenons-le à long terme. Puis je veux souligner aussi, tu sais, bon, oui, j'ai fait la critique de programmes comme l'incitatif de l'achat à l'accès à la propriété de la SCHL ou encore à Accès Condo, mais c'est tout récent. D'ailleurs, je suis très heureuse qu'on m'ait invité à parler d'accès à la propriété dans un événement qui s'appelle le Sommet de l'habitation, parce qu'on s'est battu pendant des années. En fait, les gens disaient, bien, l'accès à la propriété, c'est pas de l'habitation. Puis notre réponse était, mais on devrait commencer à en parler comme de l'habitation et non seulement comme une forme d'investissement, parce qu'au Québec, 60 des ménages sont propriétaires. Au Canada, c'est 70 Si on ne s'attaque pas à ce segment-là, c'est une fuite vers l'avant au sens où ça devient de plus en plus difficile de construire du logement locatif abordable, sociaux, coopératif, etc., parce que de l'autre côté, on a un marché, on soutient l'accès à la propriété d'une façon qui complique la vie pour tout le monde qui essaie de générer de l'abordabilité. M. Marceau, je vous vois hocher de la tête. Effectivement, au Québec, en tout cas, le fait qu'on soit à 60 puis alors que dans le reste du Canada, c'est 70 de toute propriété, ça a toujours été vu comme un retard. Là, il y a peut-être moyen de voir ça autrement. Je crois que c'est en Suisse où les taux de propriété sont très faibles, de l'ordre de 20... Écoutez, je ne lancerai pas de chiffres, mais très faibles en comparaison de ce qu'on a ici. Donc, il y a d'autres mondes qui sont possibles, d'autres moyens de faire. Puis, je veux juste, renchérir sur le fait que les programmes qu'on met en place stimulent beaucoup la demande. Et on a vu les dérapes auxquelles ça peut mener
en 2007, là, avec la crise des hypothèques titrisées aux États-Unis. Ouais. Aux États-Unis, oui. Enfin, bon, donc il y a une prudence qui n'est pas toujours présente, puis il y a aussi des effets nocifs qu'on commence à découvrir aujourd'hui, mais qui sont présents depuis longtemps. Puis, juste pour enchérir au niveau, j'aime beaucoup le mot prudence, puis tout cet engouement-là autour des nouveaux modèles d'accession à la propriété, je crois que c'est très, très important de les garder en équilibre avec les programmes locatifs, de logements sociaux, de logements communautaires, de logements abordables. Il ne faut absolument pas que ça devienne une histoire de « Ah, ben maintenant, nous, on a envie de faire juste l'accès à la propriété. » Ça prend, sur l'ensemble du continuum, des solutions perpétuellement abordables. L'accès à la propriété, c'est un choix qu'on peut faire dans la vie à un moment où ça fit, un moment où mais c'est pas une panacée, ça devrait pas le rêve américain de l'accès à la propriété. C'est pas un idéal, c'est pas un projet de société là, c'est pas là où on devrait être, mais on devrait être capable d'avoir des solutions éthiques puis des solutions durables en matière d'accès à la propriété. Il nous reste très peu de temps. J'aimerais peut-être vous poser une question, M. Marceau, sur une présentation qu'on a eue de M. Corriveau ce matin qui disait aux États-Unis, on taxe que ce soit la maison secondaire ou la troisième maison. Bref, oui. On taxe toujours... Taxation du gain de capital. Bien, c'est ça, le gain sur le capital d'une maison, même quand c'est celle à laquelle on met notre adresse. Sauf qu'aux États-Unis, il y a un crédit d'impôt pour une déduction pour les intérêts hypothécaires. Et en fait, je pense que leur solution est pire que la nôtre. Ce qui ne veut pas dire que notre solution est bonne, là, mais là-bas, la déduction des intérêts hypothécaires, donc à la fin de l'année, quand vous faites votre rapport d'impôt, j'ai payé tant d'intérêts, puis là, vous soustrayez ça. Alors, regardez, il y a moyen de réfléchir à cette question-là. La difficulté, c'est la transition, toujours. Quand les gens ont mis leur bille dans des investissements en immobilier en se disant, bien, ça va être ma retraite, changer le monde devient extrêmement difficile. Donc, la transition, je ne sais pas comment on va la faire. Moi, je suis bien ouvert à ce qu'on change de monde, mais il faut faire une transition qui ne crée pas trop de perdants. Changer le monde et convaincre certains gouvernements, parce qu'en termes de fiscalité, on l'a vu lors du dernier congrès de l'Union des municipalités du Québec, M. Legault a fermé la porte à revoir, a dit « je vais vous donner le droit de préemption ». Mais de l'autre côté... Il ne veut pas donner de chèque. Ben, exactement. Il a dit la fiscalité, on verra peut-être plus tard, donc il faudra peut-être réussir à le convaincre. Mais avec vos arguments, je pense, et les arguments d'aujourd'hui, je pense qu'on a quand même peut-être de bons arguments pour faire changer d'idée. Hein? Alors, Mme Banville, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. C'est vraiment apprécié. M. Marceau, toujours un plaisir. Mme Tarditi, je voulais savoir, Montréal abordable, on peut suivre ce chantier-là de quelle façon? Alors, Chantier Montréal abordable, c'est en ligne sur le site de la Ville de Montréal et puis vous aurez bientôt des nouvelles. Très complémentaire, évidemment, à notre événement d'aujourd'hui, à ce qui se fait Longueuil et Laval. Merci beaucoup de votre présentation. Je vous invite à quitter la scène pour la surprise, la fameuse surprise de M. Boyer. Je vais inviter Catherine Nune à venir me rejoindre. Catherine, merci. Bien, merci à toi. Est-ce qu'on peut applaudir Marc-André Carignan pour son excellent travail? Bravo, Marc-André. Tu étais super préparé. Évidemment, tu connais bien ça, mais c'était très, très intéressant. Compliment partagé. Évidemment, on l'a dit au début, puis je pense que c'est important à répéter, ce n'est pas une fin en soi aujourd'hui, ce n'est qu'on l'espère. Il y a eu d'autres exercices sur l'habitation. Ce que fait la Ville de Montréal avec Montréal abordable, c'est un autre exercice aussi. Il y a eu beaucoup d'idées ou de colloques sur le sujet. Mais on espère qu'aujourd'hui, ce soit peut-être le point tournant pour vraiment amener l'habitation à un niveau supérieur, peut-être près du modèle viennois, qui sait. Bien, effectivement, parce qu'on a parlé au départ que l'habitation, est-ce que c'était une dépense? Après ça, on s'est dit, est-ce que c'est un investissement? Et suite à la conférence de Mme Vassilakou, je me suis dit, est-ce que c'est une valeur? Est-ce que nous, dans notre société québécoise, où on veut donner l'égalité des chances en éducation, offrir les services de santé de façon gratuite, est-ce qu'on se dit que c'est important aussi pour nous que les gens qui en ont besoin aient un toit de qualité et qui puissent donc se loger de façon abordable? Alors voilà, on remet la balle dans votre camp. Écoutez, c'est maintenant le moment des remerciements. Alors d'abord, merci à vous de votre présence. Merci aussi beaucoup pour votre écoute. Je sais que ça fait longtemps que vous n'étiez pas vus. Vous aviez beaucoup de choses à vous dire, mais vraiment, vous avez été très attentifs et silencieux. J'apprécie ça énormément. Effectivement, merci aux gens qui nous regardent à la maison. Vous savez, il y a eu plus de 900 personnes qui se sont branchées aujourd'hui, qui sont venues voir. Oui, on peut applaudir, effectivement. Donc, merci d'avoir été là.
Vous saviez, nous voulions avoir un événement éco-responsable. Je pense qu'on peut se dire que c'est opération réussie. Entre autres, il y aura 6 arbres qui vont être plantés parce qu'on vous a demandé le déplacement donc en kilomètres que vous avez fait pour venir ici. Donc, on va planter 6 arbres, qui est le double des arbres nécessaires pour compenser les GES générés pendant cet événement. Aussi, vous dire qu'en quittant, si vous voulez remettre vos cocardes, nous pourrons donc les réutiliser en quittant la scène. Merci au Sheraton Laval de nous avoir accueillis. Merci à tous les techniciens. Merci à l'équipe d'OPC. Vous savez, ces petites abeilles, y compris Jean-Pierre, qui était là toute la journée, qui nous donne des cues. Vraiment, ça roule bien. C'est grâce à cette équipe-là. Merci évidemment aux équipes de Laval-Longueuil qui ont travaillé d'arrache-pied. J'en ai été témoin. Oui, on peut les applaudir vraiment. Bonne main d'applaudissements. Absolument, pour ce travail incroyable qui a été fait. Et écoutez, pour clôturer cette belle journée, qui de mieux que nos 2 maires hôtes qui ont vraiment eu l'idée de cette initiative à venir nous rejoindre pour leur surprise. On les applaudit une dernière fois. Stéphane Boyer, Catherine Fournier. Merci beaucoup. Vous m'avez volé une partie de mon speech parce qu'en effet, je tenais à remercier vraiment sincèrement du fond du cœur les gens qui ont contribué. Catherine et moi, dans nos équipes respectives, on a des gens qui, depuis plusieurs mois maintenant, mettent la main à la pâte. Donc, si les panélistes, vous avez été bien accompagnés, bien nourris et logés hier soir, si vous tous et toutes avez pu avoir une belle expérience aujourd'hui, c'est grâce à eux. Alors, entre autres, Dominique, François, mais encore plusieurs autres, notre équipe en habitation, Catherine aussi de ton côté. Il y avait Yannick, il y en a plusieurs qui ont contribué, donc merci. Merci. Quand on a organisé le sommet, ce qu'on voulait surtout aujourd'hui, notre objectif, il y en avait 2, on voulait mobiliser et on voulait inspirer. On l'a mentionné, on a dû agrandir la salle, augmenter le nombre de chaises pour passer de 300 à 400 personnes. Et aujourd'hui, plus de 900 personnes se sont joints avec nous en ligne. Alors, j'ai envie de dire, mission accomplie pour ce qui est de la mobilisation. On voulait également inspirer. Aujourd'hui, on a exploré des modèles innovants, que ce soit au niveau réglementaire, au niveau des modèles d'affaires, au niveau de la fiscalité. On a regardé aussi des approches gouvernementales qui peuvent être mises de l'avant, qui sont innovantes. Puis on a parlé des besoins. Il y a le besoin d'avoir des programmes qui sont flexibles, rapides d'application, qui peuvent se moduler selon les réalités qui sont différentes d'une région à l'autre. On a parlé de l'importance d'avoir les revenus, d'avoir le financement conséquent. On a parlé aussi de certains assouplissements ou modifications réglementaires ou législatives nécessaires. Bref, je sens qu'il y a beaucoup qui a été accompli aujourd'hui, mais je sens surtout qu'aujourd'hui, ce n'est pas la fin, que ça risque d'être le début de quelque chose, que du moins qu'il y aura certainement une suite. Et en guise de Sunday, de cerise sur le Sunday, aujourd'hui, les maires et mairesses des 10 grandes villes, on souhaitait prendre un engagement envers vous pour la suite de l'habitation au Québec et s'engager, entre autres, sur différents projets que Catherine pourra vous présenter. Mais avant, on voulait faire une déclaration. Donc, je vais vous lire la déclaration et par la suite, Catherine va pouvoir inviter chacun des maires et mairesses et dire le dernier mot de la fin. Alors, suite au sommet de l'habitation 2022, les municipalités du Québec, en action pour l'abordabilité de l'habitation, attendu que la rareté des logements sociaux et communautaires, de même que le manque d'unités en logement de tout genre pour répondre aux impératifs démographiques, affectent l'ensemble du Québec, tant dans les grands centres urbains que dans les régions. Attendu qu'une grande part des ménages québécois éprouvent de ce fait des difficultés à accéder à la propriété, à un logement locatif réellement abordable ou encore à un logement répondant à leurs besoins spécifiques. Attendu que l'accès à un logement adéquat constitue une condition essentielle à la cohésion sociale du Québec, à sa vitalité culturelle et à sa prospérité économique. Attendu que l'habitation occupe une place prépondérante en matière de transition écologique. Attendu que les élus de l'Union des municipalités du Québec ont adopté en février 2022 une déclaration sur l'habitation par laquelle ils partagent leurs constats et exposent les mesures qu'ils souhaitent voir mises en place par le gouvernement du Québec.
Attendu qu'en complémentarité avec le gouvernement du Québec, les municipalités souhaitent contribuer activement à l'amélioration des conditions d'habitation de leurs concitoyennes et concitoyens et qu'elles disposent de certaines compétences et expertises pour ce faire. Attendu que de multiples acteurs de la... Ça sera pas long, en reste 2, 3. Attendu que de multiples acteurs de la société civile sont impliqués dans le développement, la production, la gestion de logements et sont disposés à renforcer leurs applications dans le domaine. Attendu que l'ampleur des défis actuels en habitation nécessite une collaboration et une coordination renforcée de l'ensemble des partenaires gouvernementaux, institutionnels, communautaires, économiques et académiques. Attendu que le sommet de l'habitation 2022 souhaite marquer cette volonté de collaboration renforcée et matérialiser l'implication des municipalités en faveur de l'habitation réellement abordable et durable. Par conséquent, les maires et mairesses des municipalités signataires souhaitent aujourd'hui réitérer les recommandations formulées par l'UMQ et rappeler la nécessité pour le Québec de se doter d'une vision stratégique et d'un arsenal d'actions structurantes, concertées et adaptées à l'ampleur des besoins en habitation. Les signataires s'engagent à initier ou à contribuer à la réalisation, dans la prochaine année, de projets innovants ou structurants qui contribueront à accroître l'accès à des logements réellement abordables, durables et adaptés aux besoins de leurs concitoyens et concitoyennes. Les signataires de cette déclaration encouragent toutes les municipalités qui souhaitent y adhérer. Et évidemment, on a les maires des 10 grandes villes avec nous, mais il y a plusieurs municipalités qui sont ici présentes et on vous invite à y adhérer, à faire adopter par leur conseil municipal et à elles aussi à s'engager à mettre en place une action structurante ou innovante en habitation. Alors, sur ce roulement de tambour, je te passe la POC, Catherine. Merci. Ainsi, la Ville de Gatineau s'engage à poursuivre les travaux de son comité choc basé sur les axes prioritaires, soit l'abordabilité, l'accessibilité, l'équité et l'efficacité. Bravo. La Ville de Laval s'engage à travailler sur la mise en place d'une taxe sur la spéculation foncière afin de financer des initiatives en habitation. C'est cohérent. La Ville de Lévis s'engage à poursuivre la mise en œuvre de sa stratégie de développement du logement social et abordable. La Ville de Longueuil s'engage à mobiliser plusieurs leviers pour favoriser une densification douce et différenciée sur le territoire. La Ville de Montréal s'engage à réaliser un appel de projet pour la vente d'un terrain du quartier Namur-Hippodrome pour réaliser un quartier éco-quartier abordable à perpétuité. La Ville de Québec s'engage à mettre en place un programme d'accès à la propriété pour les familles voulant faire l'acquisition d'une habitation écologique. La Ville de Saguenay s'engage à poursuivre le projet de construction de logements incluant une mixité d'usage sur la zone ferroviaire du centre-ville de l'arrondissement de Chicoutimi. La Ville de Sherbrooke s'engage à mettre en place, en partenariat avec le CIS et l'Université de Sherbrooke, une commission d'études sur le logement. La Ville de Terrebonne s'engage à réaliser un projet de logement abordable en secteur en revitalisation en mettant en valeur le patrimoine industriel du vieux Terrebonne. Et finalement, le dernier, mais non le moindre, la Ville de Trois-Rivières s'engage à réaliser un projet de milieu de vie communautaire pour les étudiantes et étudiants autochtones et leurs familles. Honnêtement, c'est tellement encourageant de constater cette grande mobilisation des maires des plus grandes villes du Québec. Comme mairesse, en tout cas, moi, je sens que ça va être beaucoup plus facile d'opérer les changements qui sont nécessaires dans ma ville, chez nous, à Longueuil, parce que je peux compter sur votre soutien et que vous pouvez également compter sur notre soutien.
Donc, Benoît, Bruno, France, Evelyne, il y a Kevin également qui sont là, Jean, Mathieu, Michel. Je tiens moi aussi à vous remercier d'avoir embarqué avec Stéphane et moi avec autant d'enthousiasme en proposant des projets pilotes qui sont arrimés à nos réalités propres et qui auront justement le potentiel de nous inspirer les uns les autres. Stéphane et moi, on a toujours partagé le souhait que le sommet ne se limite pas à un exercice de réflexion, mais qu'il devienne le symbole d'un véritable passage à l'action. C'est clairement ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment de bon augure pour l'avenir. Parlant d'avenir, j'ai aussi le plaisir de vous annoncer que nous irons encore plus loin en impliquant toutes les villes qui souhaitent prendre part à la suite du sommet. J'invite d'ailleurs toutes les autres mairesses et tous les autres maires ou maires suppléants présents à venir nous rejoindre sur la scène aujourd'hui et leur donner une bonne main d'applaudissements. Merci. Donc, en joignant nos efforts collectifs à des initiatives déjà existantes, comme au sein de l'espace Muni, nous allons demander à l'UMQ, Daniel, où es-tu? Daniel, nous allons demander à l'UMQ de mettre en place une communauté de pratiques intermunicipales sur l'abordabilité de l'habitation. Ce lieu d'échange va nous permettre de partager des idées, des outils puis des processus afin d'être collectivement plus efficaces pour densifier le territoire et ainsi mieux répondre aux besoins de la population que nous représentons. C'est à quoi... Oui, on peut s'applaudir. Oh, oui, bravo. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, puis je tiens à insister sur cette question-là, c'est à une véritable responsabilisation des villes en matière d'habitation. Nous avons un rôle majeur à jouer pour donner un coup de barre et relever les défis que pose la crise de l'abordabilité en habitation, et ce, de concert avec nos collègues à Ottawa et à Québec, et nous en prenons toutes et tous la juste mesure. La clé, c'est d'arriver à mieux se coordonner pour travailler ensemble et obtenir des résultats concrets pour la population. Pour paraphraser l'ex-maire de Bogota, il y a peut-être certains d'entre vous qui avaient déjà entendu cette citation à propos des transports collectifs, mais si je la reprends à notre compte pour l'habitation au Québec, eh bien, un Québec avancé sera celui où des types d'habitation diversifiés seront abondants et réellement abordables, alors que les façons de vivre permettront à toutes et tous, n'eut égard à leur milieu socio-économique, d'avoir accès aux milieux désirables et que les distinctions de qualité de logement s'estomperont. Je suis convaincue qu'on est capable d'arriver à cet idéal en misant sur la collaboration que nous avons fait nôtre aujourd'hui. Et la collaboration, moi j'y crois, c'est beaucoup plus qu'un vœu pieux, c'est une façon totalement différente de faire de la politique, une vision constructive, une vision positive qui mise sur l'entraide plutôt que sur la concurrence. C'est honnêtement le plus beau gain que nous puissions espérer au terme de cette journée parce qu'elle est réellement garante de résultats. Je tiens finalement, moi aussi, Stéphane, à prendre un petit mot pour remercier tout le monde qui a contribué à l'organisation du sommet, mais plus particulièrement les équipes de Laval et Longueuil parce qu'ils ont effectivement travaillé d'arrache-pied depuis maintenant un bon 8 mois avec des heures et des heures innombrables de consacrer à cette idée du sommet. Donc, je veux quand même prendre le temps de nommer quelques noms. Dominique Fortier, François Leblanc. Oui, on va les applaudir, oui. Erwan Poens. Anne-Marie Braconnier. Éric Boutet. Stéphanie Sauvé, Annick Bergevin, qui adore les applaudissements, Louise Levac, mais aussi un merci particulier à Charline Coulombe du cabinet de la Ville de Montréal.
En conclusion, évidemment, c'est vous qui avez fait un succès de notre événement. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir été des nôtres et on se dit surtout à très bientôt. Merci. Merci.